Pendant plus de 1000 ans, le tombeau de Gengis Khan a représenté l'un des plus grands mystères de l'histoire, et ce n'était pas le fruit du hasard. Il avait été dissimulé intentionnellement. Des rivières ont été déviées, des forêts plantées, et ceux qui l'ont enterré n'ont plus jamais été revus. Même l'emplacement transmis à travers les légendes n'était qu'un mensonge soigneusement fabriqué. Des historiens ont mené des recherches, des explorateurs ont échoué. Personne n'était censé le trouver. Mais aujourd'hui, l'impossible s'est produit. Le tombeau a été ouvert, et ce qui a été découvert à l'intérieur n'a pas simplement réécrit l'histoire. Cela a stupéfié le monde entier. L'ère de puissance de Gengis Khan. Des steppes balayées par les vents de Mongolie, a émergé l'un des chefs militaires les plus redoutables de toute l'histoire humaine, Gengis Khan. Connu sous le nom de Temujin avant son ascension, ses premières années furent toutes marquées par l'exil, la trahison et la survie. Ces épreuves ont pourtant forgé un guerrier implacable doté d'une volonté sans égale. Au début du XIIIe siècle, Gengis Khan avait réuni sous une même bannière les tribus mongoles jusque-là divisées. Au cœur de la domination de Gengis Khan se trouvait une structure militaire véritablement révolutionnaire. Il avait abandonné les allégeances tribales traditionnelles et organisé ses forces selon le système décimal, des unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, désignés respectivement Arban, Jagan, Mingan et Tumen. Chaque unité était commandée par un chef choisi uniquement selon le mérite, sans considération de lignée. Cette approche favorisait une loyauté, une coordination et une efficacité remarquables. Ces guerriers, pour la plupart des archers à cheval, étaient entraînés dès l'enfance. Leur tactique n'avait rien de comparable avec ce que le monde avait connu jusque-là, des charges de cavalerie fulgurantes, des retraites simulées pour attirer les ennemis dans des pièges, et une guerre psychologique impitoyable qui poussait des villes entières à se rendre sans même livrer bataille. Entre 1207 et 1225, Gengis Khan lança des campagnes qui ravagèrent des royaumes entiers. Il s'empara de la Xia occidentale et de la Chine des Jin, réduisant des cités comme Zhongdu en ruine. Mais c'est l'empire khwarazmien qui ressentit le plus profondément sa fureur. Après que le Shah eut exécuté la délégation commerciale de Gengis Khan, celui-ci déclencha une réponse apocalyptique. Des villes comme Samarcande et Boukhara furent assiégées et anéanties. Les survivants étaient rares. Sa colère était stratégique et la terreur devint un véritable outil. Des régions entières capitulaient, rien qu'en entendant le grondement de ses sabots, redoutant le sort réservé à ceux qui avaient osé résister. Mais la conquête seule ne définissait pas l'ère de puissance. Gengis Khan était aussi un homme d'État brillant. Son code juridique, le yassa, garantissait discipline et justice à travers son empire grandissant. Il protégeait les diplomates, les marchands et même la liberté religieuse, une position radicale pour l'époque. Il recrutait des administrateurs et des érudits issus des terres conquises, notamment des musulmans, des Chinois et des Perses. Ceux-ci contribuèrent à bâtir un vaste empire fondé sur une bureaucratie au mérite, des routes commerciales sécurisées et le légendaire Yam. Ce système de relais postal reliait l'empire du Pacifique jusqu'à la mer Caspienne. Il en résulta la Pax Mongolica, une période de paix rare sur de vastes territoires eurasiatiques qui encouragea le commerce, l'innovation et les échanges culturels. Le commerce sur la route de la soie prospéra. Des pistes caravanières autrefois infestées de bandits s'épanouissaient désormais sous la protection mongole. Les idées, les religions et les technologies circulaient à travers les frontières comme jamais auparavant. Finalement, lorsqu'il mourut, son ère de puissance prit fin, mais donna naissance à un mystère bien plus grand que personne n'avait anticipé. Voici ce qu'il faut savoir. La mort de Gengis Khan est la naissance d'un grand mystère. Gengis Khan, stratège de génie et fondateur du plus grand empire contigu de l'histoire, mourut lors d'une campagne militaire contre la dynastie Xia occidentale, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Chine. La date exacte de sa mort fait débat. Certaines sources avancent le 18 août, d'autres le 25 août. Cette incertitude ne fait qu'approfondir le mystère entourant le dernier chapitre de sa vie. Gengis Khan était un conquérant dont le nom semait la terreur des steppes de Mongolie jusqu'aux portes de l'Europe orientale. Pourtant, malgré son héritage monumental, les circonstances de sa mort demeurent obscures.
Au fil des siècles, de nombreux récits ont vu le jour, chacun proposant une cause différente de sa mort, sans qu'aucun n'apporte de preuves définitives. Selon une version, il aurait succombé à une maladie, peut-être le paludisme, le typhus ou même la peste, alors qu'il menait ses troupes dans des conditions éprouvantes. D'autres affirment qu'il fut mortellement blessé par une flèche ennemie. Un autre témoignage rapporte qu'il fut désarçonné lors d'une chasse, subissant des blessures internes fatales. Certaines histoires évoquent même la foudre comme cause de sa mort, conférant un caractère mystique et presque divin à ce récit. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la nouvelle de sa disparition ne fut pas immédiatement révélée à son armée ni au reste du monde. Les dirigeants mongols prirent des mesures extraordinaires pour que sa mort demeure un secret jalousement gardé. Ils craignaient qu'annoncer son décès en pleine campagne militaire ne démoralise leurs soldats ou n'encourage leurs ennemis. Pour préserver l'ordre et le contrôle, le cercle intime entourant Gengis Khan mit en œuvre un plan minutieux et calculé pour dissimuler l'événement. Après sa mort, son corps fut transporté secrètement vers le cœur des terres mongoles pour y être inhumé. Le voyage se déroula dans un silence absolu. L'emplacement exact de son dernier repos n'a jamais été confirmé, en grande partie en raison des efforts extrêmes déployés pour le garder caché. L'élément le plus saisissant de cette entreprise reste l'exécution présumée de l'ensemble du cortège funèbre. Selon la légende, chaque personne ayant participé au transport et à l'inhumation du grand Khan fut mise à mort afin que nul ne puisse divulguer l'emplacement de sa tombe. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres mesures furent prises pour effacer toute trace de la sépulture. Le sol où il fut enterré aurait été piétiné par des milliers de chevaux afin de dissimuler tout signe de perturbation dans le paysage. Avec le temps, la nature reprit ses droits sur ces terres, dissimulant davantage les quelques indices qui auraient pu subsister. Ces efforts extraordinaires non seulement maintinrent la tombe dans l'ombre, mais donnèrent naissance à l'un des mystères les plus persistants de l'histoire. Des historiens, des archéologues et des aventuriers ont cherché pendant des siècles à découvrir la vérité sur le lieu de sépulture de Gengis Khan. Des parchemins anciens aux images satellites modernes, cette quête a attiré des experts du monde entier. Pourtant, malgré toutes les avancées technologiques et d'innombrables expéditions, personne n'a encore pu confirmer l'emplacement précis de sa tombe. Les mystères ne s'arrêtent pas là. Voici des détails encore plus surprenants sur les rituels de protection qui ont maintenu sa tombe dans le secret pendant des siècles. Légendes et rituels protégeant la sépulture. Après la mort de Gengis Khan, les Mongols ne se contentèrent pas d'enterrer leur chef. Ils enfouirent une légende sous des couches de secrets, de rituels et de protections sacrées qui ont perduré pendant près de 800 ans. Les efforts pour préserver son lieu de repos final ne visaient pas uniquement à cacher une tombe, mais aussi à honorer l'héritage spirituel d'un homme considéré non seulement comme un conquérant, mais également comme une figure culturelle et ancestrale d'une importance divine. L'un des éléments les plus mystérieux liés à l'inhumation de Gengis Khan est la région connue sous le nom de Grand Tabou, ou Ich-Khorig. Il s'agit d'une zone hautement surveillée, située autour du Burkhan Khaldun, une montagne sacrée dans le nord-est de la Mongolie. S'étendant sur environ 240 km², cette région était réservée exclusivement à la famille royale. L'accès en était strictement interdit aux étrangers. Elle était patrouillée par un groupe particulier de guerriers appelés les Darkades, une caste héréditaire de gardiens chargés de veiller sur ce territoire. Ces gardiens traitaient la terre avec une profonde vénération, en préservant son caractère sacré et en empêchant quiconque d'y pénétrer ou d'en perturber le terrain. Pendant des siècles, les Darkades accomplirent des rituels et maintinrent ces terres intactes, garantissant que le possible lieu de sépulture du Khan resta dissimulé et préservé. Le folklore local ajoute encore davantage de mystère. Des légendes racontent que les Mongols auraient tout détourné des rivières pour les faire couler au-dessus du lieu de sépulture. Cet acte extraordinaire visait à effacer toute trace de l'emplacement du tombeau. Détourner des cours d'eau dans une région aussi isolée et accidentée aurait exigé des efforts considérables, mais pour les Mongols, aucune tâche n'était trop lourde lorsqu'il s'agissait d'honorer leur grand Khan. Certains récits évoquent également la plantation de milliers d'arbres dans la zone pour camoufler le terrain et lui redonner l'apparence d'une nature intacte.
Ces arbres ont poussé naturellement au fil des générations, fondant les modifications artificielles dans le paysage et rendant toute détection encore plus improbable. Les conditions de pergélisol qui règnent dans la région auraient également contribué à préserver le site funéraire en le maintenant scellé sous la glace et la terre, décourageant ainsi davantage toute perturbation. Un autre aspect de ce mystère se trouve loin de la Mongolie, à Ordos, en Mongolie intérieure, une région aujourd'hui rattachée à la Chine. Là-bas s'élève un imposant mausolée érigé en l'honneur de Gengis Khan. Il arbore une architecture remarquable et attire des milliers de visiteurs chaque année. Mais malgré sa splendeur, ce mausolée ne renferme aucune dépouille réelle. Il est largement admis que le cercueil qui y est placé est vide. Le site d'Ordos fonctionne comme un mémorial symbolique plutôt que comme un véritable lieu de sépulture. Cela a encore alimenté la curiosité et les spéculations quant à l'endroit où se trouve la véritable tombe, et sur les raisons pour lesquelles ce secret a été si longtemps préservé. Les rituels et le secret entourant le tombeau de Gengis Khan en ont fait l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, et le respect de ces traditions demeure vivace encore aujourd'hui. Ce mystère a toujours fasciné les archéologues et les historiens, suscitant une curiosité sans fin. Ils étaient déterminés à le percer, alors parlons maintenant des efforts déployés pour mettre au jour cet ancien secret, les grandes entreprises archéologiques modernes. Malgré des siècles de secrets et de légendes, la science moderne a mis à disposition des outils qui ont relancé les recherches. De l'imagerie satellitaire aux méthodes de détection au sol, archéologues et explorateurs se sont lancés dans de nombreuses missions pour résoudre l'un des plus grands mystères historiques du monde. L'une des tentatives les plus remarquables est celle menée par l'explorateur de National Geographic, Albert Lin Yumin. Combinant imagerie satellitaire, magnétométrie et radar à pénétration de sol, Lin a concentré ses recherches dans les montagnes du Khenti, dans le nord-est de la Mongolie. Cette région est intimement liée à l'histoire mongole et est considérée comme proche de l'endroit où Gengis Khan aurait pu être inhumé. Ce qui distinguait l'approche de Lin, c'était l'association de volontaires mongols locaux à des outils d'imagerie de pointe. L'équipe a soigneusement évité de perturber directement le sol, par respect pour les sensibilités culturelles et les croyances spirituelles du peuple mongol. En analysant des photographies satellites et en ayant recours à des technologies non invasives pour détecter des anomalies souterraines, le projet de Lin a mis en évidence plusieurs zones prometteuses. Bien qu'aucune tombe définitive n'ait été retrouvée, la mission a établi une nouvelle référence en matière d'investigation archéologique respectueuse et scientifiquement rigoureuse. Avant l'exploration de Lin, une autre expédition importante avait eu lieu plusieurs décennies auparavant. Entre 1989 et 1992, une équipe conjointe d'archéologues japonais et mongols lança ce qui allait être connu sous le nom d'Expédition des Trois-Rivières. Cette équipe a arpenté de vastes étendues de terrain près des rivières Onon, Kerlen et Tioul. Ces cours d'eau se trouvent dans une zone considérée comme historiquement significative, car de nombreux nobles mongols y auraient vécu et y seraient morts. Au cours de leur étude pluriannuelle, l'expédition a répertorié environ 1380 tombes possibles appartenant à des membres de l'aristocratie mongole. Les découvertes de cette expédition ont permis d'approfondir la compréhension des pratiques funéraires mongoles et ont confirmé que les sites de sépulture de l'élite étaient concentrés dans des zones géographiques précises. Cependant, malgré cette avancée, le lieu de repos éternel de Gengis Khan lui-même demeurait introuvable. Les travaux de l'équipe ont mis en lumière à quel point il serait difficile de localiser une seule tombe parmi tant de sites semblables, surtout lorsque celle-ci avait été délibérément dissimulée. La figure peut-être la plus acharnée dans cette quête fut l'avocat américain devenu aventurier, Maury Kravitz. Pendant plus de 40 ans, Kravitz a consacré son existence à retrouver la tombe de Gengis Khan. Il a effectué plus d'une douzaine d'expéditions en Mongolie et tissé des liens solides avec des chercheurs et des communautés locales. Contrairement à d'autres qui s'appuyaient largement sur la technologie, Kravitz combinait les textes historiques avec son intuition personnelle et son travail de terrain.
Il était convaincu que la tombe pouvait être dissimulée dans une zone camouflée par le relief naturel et d'anciens rituels mongols. Malgré sa passion et son dévouement, Kravitz n'a jamais trouvé la tombe. Ses missions ont cependant donné naissance à des récits d'interférences surnaturelles et d'événements étranges qui ont ajouté une dimension mystique à une recherche déjà enveloppée de mystère. Des habitants et même des membres de son équipe auraient vécu des rêves inhabituels, des maladies inattendues et des pannes mécaniques inexpliquées. Ces témoignages ont renforcé la croyance selon laquelle la tombe était protégée non seulement par le secret, mais aussi par une barrière spirituelle résistant à toute intrusion. Et juste au moment où tout le monde pensait s'approcher du but, le mystère prit un nouveau tournant, une découverte stupéfiante révélant que le véritable emplacement de la tombe ne se trouvait pas là où tout le monde avait cherché jusqu'alors. Alan Nichols et l'énigme de la montagne X. Parmi les nombreux explorateurs qui ont poursuivi le mystère de la tombe de Gengis Khan, un nom se distingue pour avoir introduit une théorie audacieuse et controversée. Alan Nichols, explorateur américain et ancien président de l'Explorers Club, a avancé une hypothèse qui remettait en question des siècles de croyances. Alors que la plupart des chercheurs concentrèrent leurs efforts aux abords de Burkhan Khaldun, la montagne sacrée traditionnellement associée à la mort de Gengis Khan et à son éventuelle sépulture, Nichols suggérait que la véritable tombe pourrait se trouver ailleurs. Il avança que le lieu de repos éternel du Khan pourrait être caché au sein d'un sommet isolé et inexploré, qu'il désignait uniquement sous le nom de Montagne X. Nichols n'était pas parvenu à cette conclusion à la légère. Il avait fondé sa théorie sur des années de recherche, d'analyse de documents historiques et d'indices géographiques. Ce qui rendait sa proposition si surprenante, c'était le déplacement du regard depuis le nord-est de la Mongolie vers une région bien plus proche du fleuve Jaune, en Mongolie intérieure. Ce territoire, riche en histoire et parsemé de vastes étendues inexplorées, devint le point central de l'une des expéditions les plus secrètes de Nichols. Pour explorer cette théorie, Nichols constitua une petite équipe et déploya une gamme d'outils modernes, notamment des radars à pénétration de sol et des magnétomètres. Ces instruments sont capables de détecter des anomalies sous la surface terrestre, révélant d'éventuelles structures artificielles ou des chambres funéraires sans perturber le terrain. Les résultats se révélèrent intrigants. À plusieurs endroits dans la zone de recherche, les équipements captèrent des configurations souterraines inhabituelles, laissant entrevoir la présence de chambres cachées ou d'artefacts. Ces découvertes ne furent jamais pleinement publiées, ce qui accentua encore davantage l'atmosphère de mystère entourant ces travaux. Ce qui rendait l'expédition de Nichols encore plus fascinante, c'était le niveau de confidentialité qui l'entourait. Opérer dans une région politiquement sensible proche du fleuve Jaune impliquait de naviguer dans des relations complexes avec les autorités et les officiels locaux. La zone comportait des secteurs militaires, des points d'accès restreints et plusieurs niveaux de surveillance administrative. Nichols était conscient des implications géopolitiques de ses recherches et veillait à ce que ses activités se déroulent dans la plus grande discrétion. Aucune grande équipe, aucune annonce publique, aucune couverture médiatique. Chaque déplacement était soigneusement planifié afin d'éviter d'attirer une attention indésirable. Ce secret dépassait les frontières politiques. Même au sein des communautés archéologiques et d'exploration, Nichols était réputé pour garder jalousement les détails de ses découvertes. Certains critiques ont remis en question le manque de transparence, tandis que d'autres respectaient son approche prudente, compte tenu des sensibilités culturelles et diplomatiques entourant la tombe d'un héros national. Nichols était convaincu qu'annoncer prématurément des découvertes risquait de provoquer des troubles, voire des conflits entre des nations ayant des liens historiques avec l'héritage de Gengis Khan. Puis vint le moment le plus attendu et le plus époustouflant de toute la fouille, une percée révélant des découvertes étranges que personne n'aurait pu imaginer. L'instant de l'ouverture millénaire. Après des générations de spéculations et des décennies de recherches scientifiques, la tombe longtemps dissimulée, supposée appartenir à Gengis Khan, fut enfin mise au jour. Cet instant,
souvent décrit comme l'événement archéologique le plus important de l'ère moderne, marquait la fin possible de l'un des plus grands mystères de l'histoire. Le processus de fouille ne s'est pas déroulé en une seule nuit. Il fut le résultat d'une coordination minutieuse et d'une coopération entre de nombreux organismes internationaux et le gouvernement mongol. En raison de l'immense importance culturelle et historique du site, l'ouverture de la tombe nécessitait une approbation formelle de la Mongolie, une supervision de l'UNESCO, ainsi qu'un suivi assuré par des représentants des Nations Unies, afin de garantir que toutes les actions respectaient les normes du patrimoine mondial et les pratiques éthiques de recherche. Chaque étape précédant l'ouverture fut guidée par la prudence et la précision. Les équipes de chercheurs et les responsables gouvernementaux se mirent d'accord sur des protocoles destinés à éviter tout manque de respect envers les traditions mongoles. Outre le ministère de la Culture mongole, des experts en histoire, en anthropologie et en études religieuses furent consultés. L'objectif était de concilier l'exploration scientifique avec le respect culturel. Ce n'est qu'après un examen approfondi que l'opération put se poursuivre. Une petite équipe, équipée d'outils de pointe, pénétra dans le site sous le regard d'observateurs internationaux et de dirigeants communautaires locaux. À l'intérieur, les chercheurs découvrirent une vaste chambre funéraire à la construction très élaborée. L'architecture reflétait l'influence des multiples régions touchées par l'empire mongol. Des dalles de pierre ornées de symboles gravés entouraient la tombe. À l'intérieur de la chambre se trouvait un ensemble d'objets funéraires, chacun offrant un éclairage sur la vie et l'héritage de la personne qui y était inhumée. Parmi ces objets figuraient des armes ornementales, des armures cérémonielles, des parchemins anciens et des récipients contenant des offrandes alimentaires conservées. L'état des objets laissait supposer qu'ils avaient été scellés avec un soin exceptionnel. La découverte la plus significative fut peut-être la présence de restes humains. La structure squelettique semblait cohérente avec ce que les experts attendraient d'un chef guerrier masculin du début du XIIIe siècle. Les ossements étaient bien conservés, vraisemblablement grâce aux conditions fraîches souterraines et à la construction hermétique de la tombe. Aux côtés des restes se trouvaient des fragments de riches textiles, dont certains portaient encore des motifs que le temps n'avait pas effacés. Ces matériaux furent retirés avec un soin délicat et placés dans des conteneurs de protection en vue d'une analyse. Une fois les objets et les restes récupérés, une nouvelle phase d'investigation débuta. Les scientifiques eurent recours à la datation au carbone 14 pour déterminer l'âge des artefacts et des restes squelettiques. Les résultats concordaient avec la date estimée de la mort de Gengis Khan en 1227, apportant un solide soutien à la théorie selon laquelle il s'agissait bien de son lieu de sépulture. Une analyse de l'ADN ancien fut également réalisée sur les ossements. Bien que les chercheurs n'aient pas pu comparer directement les résultats avec un échantillon connu de Gengis Khan, ils identifièrent des marqueurs génétiques reliant l'individu à des populations d'Asie centrale correspondant aux données historiques sur la lignée mongole. Les textiles firent l'objet d'une étude distincte. L'examen des fibres révéla l'utilisation de soie et de laine, ainsi que des techniques propres à l'artisanat mongol et chinois. Ce mélange d'éléments culturels renforçait davantage l'identité de l'occupant de la tombe, en tant que figure unificatrice, à travers des régions très diverses. Les fouilles n'ont pas seulement mis au jour des objets physiques, elles ont aussi ouvert une fenêtre sur un monde oublié. Chaque objet découvert racontait une histoire. Le contenu du tombeau révélait non seulement richesse et pouvoir, mais aussi croyances spirituelles et complexité culturelle. Ce n'était pas simplement une sépulture, c'était un message préservé à travers le temps. Bien que l'identité des restes fasse encore débat parmi certains chercheurs, les preuves réunies au cours de cette fouille historique soutiennent fermement l'idée que le tombeau de Gengis Khan a enfin été retrouvé. Mais cette fouille n'était pas un événement ordinaire, et pour le peuple mongol, elle revêtait une signification bien plus profonde. Ce n'était pas simplement l'histoire qui était mise au jour, c'était l'âme de leur plus grand ancêtre qui se réveillait une nouvelle fois. La découverte de ce tombeau supposément attribué à Gengis Khan a provoqué une vague d'émotions et de débats à travers la Mongolie et le monde entier. Pour le peuple mongol, il ne s'agissait pas d'un simple événement archéologique.
C'était un moment profondément spirituel et culturel qui touchait au cœur même de leur identité nationale. Les réactions mêlaient fierté, fascination et préoccupation sincère. Nombreux étaient les Mongols qui voyaient dans cette découverte à la fois un triomphe de l'histoire et une possible perturbation de quelque chose de sacré. Dans la croyance mongole traditionnelle, Gengis Khan n'est pas seulement un personnage historique, il est vénéré presque comme un ancêtre divin. Son héritage est tissé dans la trame même de la nation, des cours dispensés à l'école jusqu'aux fêtes nationales. L'idée que son tombeau ait été localisé suscitait un sentiment de respect mêlé de crainte. Dans certaines communautés mongoles, des murmures de malédictions apocalyptiques circulaient. Ces peurs puisaient leurs racines dans d'anciennes légendes avertissant d'un malheur terrible pour quiconque oserait troubler le lieu de repos éternel du Khan. Les récits se répandirent rapidement. Certains croyaient que l'ouverture du tombeau pourrait engendrer des troubles politiques, des catastrophes naturelles, voire un déséquilibre spirituel. D'autres considéraient cet acte comme une provocation envers la volonté des ancêtres, qui avaient longtemps maintenu le tombeau dans l'ombre. Au-delà des préoccupations spirituelles, la découverte soulevait des questions sensibles liées à l'identité nationale. En Mongolie, Gengis Khan est un symbole d'unité, de fierté et de force culturelle. Son visage orne les billets de monnaie, les statues et les bâtiments gouvernementaux. Le fait que son tombeau soit demeuré caché si longtemps faisait partie d'un récit national partagé, mettant en valeur le respect de la tradition et la protection invisible du patrimoine. Désormais, avec l'afflux de l'attention internationale, beaucoup de Mongols avaient le sentiment que l'histoire leur échappait. Des discussions publiques émergèrent sur le droit d'examiner le tombeau, sur la responsabilité de la conservation des artefacts et sur l'opportunité de dévoiler ces découvertes au monde. Le contexte politique ajoutait une couche supplémentaire de complexité. En Mongolie intérieure, une région de Chine abritant une importante population d'ethnie mongole, la découverte avait attisé la fierté culturelle tout en exacerbant les tensions. Les Mongols de cette région luttent depuis longtemps pour préserver leur langue et leurs traditions sous l'autorité chinoise. L'idée que le tombeau de Gengis Khan puisse se trouver à proximité ou à l'intérieur de leur territoire devenait un sujet de sensibilité à la fois culturelle et politique. La Russie également, avec ses liens historiques à l'Empire mongol et son influence actuelle en Asie centrale, manifesta un vif intérêt pour la découverte, alimentant la compétition régionale autour de l'héritage du Grand Khan. Dans le même temps, en Occident, les milieux académiques accueillirent la nouvelle avec un enthousiasme considérable. Historiens et archéologues se réjouirent de la confirmation potentielle de l'un des sites funéraires les plus importants de toute l'histoire humaine. Gengis Khan est fréquemment étudié pour ses stratégies militaires révolutionnaires, ses systèmes de gouvernance et le vaste empire qu'il bâtit, pouvoir enfin établir un lien concret avec une figure aussi puissante promettait de nouveaux éclairages sur le passé. Les universités, musées et institutions de recherche occidentaux commencèrent à envisager des partenariats, des études d'analyse, d'ADN et de futures recherches fondées sur ces découvertes. Pourtant, même cet enthousiasme devait être tempéré par la prudence, les chercheurs étant constamment rappelés aux sensibilités culturelles entourant la tombe. La découverte a créé un contraste saisissant entre la curiosité scientifique et la révérence culturelle. Pour la Mongolie, ce fut un moment de profonde réflexion. S'agissait-il de l'accomplissement d'une quête historique ou d'une violation d'un sol sacré ? Pour le reste du monde, cela rappelait que le passé n'est pas simplement un ensemble de récits et d'objets anciens. Il continue de vivre dans les identités, les croyances et les émotions de ceux qui en portent encore le poids. Cette découverte n'avait rien d'ordinaire. Elle a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le passé, et elle redéfinit déjà l'avenir d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Que signifie cette découverte pour l'avenir ? La mise au jour de ce qui serait le tombeau de Gengis Khan a sidéré le monde entier, mais au-delà de l'excitation initiale, elle a ouvert les vannes d'une multitude de questions complexes sur l'éthique, le patrimoine, la conservation et l'avenir de la recherche historique. Tandis que les scientifiques examinent des ossements et des reliques millénaires, une interrogation plus profonde se profile. Comment l'humanité devrait-elle gérer une découverte qui constitue à la fois un trésor historique et un lieu sacré ?
L'une des préoccupations les plus urgentes concerne le dilemme éthique. Ce site n'est pas simplement une merveille archéologique, il revêt une signification spirituelle profonde pour le peuple mongol. Pendant des siècles, la tombe est restée intacte, protégée par la tradition, le secret et même le mythe. De nombreux Mongols considèrent ce tombeau comme sacré et le perturber pourrait entraîner des conséquences spirituelles graves. Les légendes évoquent des malédictions susceptibles d'être libérées et certains craignent que l'ouverture du tombeau n'ait déjà rompu un fragile équilibre spirituel. Pour eux, il ne s'agit pas simplement d'explorer le passé, mais de respecter l'âme même de leur nation. L'acte de fouiller ce site soulève une question fondamentale. La quête du savoir doit-elle se faire au prix de la profanation d'une terre sacrée? C'est là qu'intervient la notion de gestion responsable du patrimoine. La responsabilité de décider de la marche à suivre repose désormais non seulement sur les archéologues, mais également sur le gouvernement mongol, les chefs spirituels et des organisations culturelles internationales telles que l'UNESCO. Ils doivent trouver un moyen de préserver la dignité du site tout en permettant des études significatives. Des discussions ont déjà commencé concernant la possibilité d'un réensevelissement, un geste respectueux conforme aux coutumes mongoles. D'autres proposent la construction d'une structure protectrice au-dessus du site, permettant un accès futur sans exposer le tombeau à la dégradation ou au dommage. L'une des propositions les plus sensibles sur le plan culturel consiste à laisser les Darkhad, gardiens traditionnels des sépultures royales, poursuivre leur rôle ancestral. Ces protecteurs sacrés transmettent leurs rituels de génération en génération. Leur permettre de maintenir leurs pratiques sur le site du tombeau redonnerait un sentiment de continuité culturelle. Certains défenseurs de la conservation soutiennent également l'idée d'expositions muséales limitées, où des artefacts sélectionnés pourraient être présentés avec tout le contexte et le respect qui s'impose. Ces expositions viseraient à éduquer et à honorer, non à offrir un spectacle. Des commentateurs occidentaux se sont également exprimés sur le sujet. Dans son émission The Joe Rogan Experience, Joe Rogan a évoqué cette découverte avec un mélange d'émerveillement et de curiosité profonde. Il a réfléchi à l'ampleur de la trouvaille, soulignant comment elle remet en question des croyances solidement ancrées et pourrait réécrire certains pans de l'histoire mondiale. Rogan a mis en lumière la puissance des technologies modernes pour percer des mystères anciens, tout en soulevant des inquiétudes quant au fait de troubler des sites sacrés. Il a débattu de la question de savoir si les bénéfices d'une telle découverte l'emportent sur les risques d'offenser des traditions culturelles et spirituelles. Rogan et son invité ont insisté sur la nécessité d'agir avec prudence, invitant les auditeurs à réfléchir aux implications plus larges du dévoilement de secrets qui auraient peut-être été dissimulés pour une raison précise. À mesure que les discussions se poursuivent, une chose est certaine, les recherches futures devront avancer avec un soin extraordinaire. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux développements en archéologie, notamment dans le domaine des technologies non invasives. Des outils comme le radar à pénétration de sol, la télédétection et l'imagerie satellitaire à haute résolution permettent aux chercheurs d'explorer d'autres sites potentiels sans avoir à creuser physiquement dans des terres sacrées. Cette approche pourrait bien devenir la nouvelle norme, en particulier dans les régions riches en patrimoine culturel. Un autre domaine prometteur est celui de la recherche sur l'ADN ancien. Les scientifiques disposent désormais des moyens nécessaires pour extraire des informations génétiques à partir des restes sans les détruire. Cela pourrait aider à confirmer l'identité de l'individu enterré dans le tombeau et même à retracer sa lignée. Certains chercheurs espèrent que cela pourrait relier les Mongols modernes et d'autres groupes d'Asie centrale à leurs racines ancestrales. Cependant, de telles études doivent être menées avec transparence et avec le plein consentement du peuple mongol, qui mérite de contrôler son propre récit historique. En définitive, cette découverte ne concerne pas uniquement le passé. C'est une épreuve pour le présent et un défi pour l'avenir. Elle invite l'humanité à choisir la sagesse plutôt que la curiosité et le respect plutôt que la conquête. Le tombeau de Gengis Khan a peut-être été ouvert, mais ce que nous ferons ensuite définira la façon dont nous serons nous-mêmes rappelés,
Que pensez-vous de cette réouverture surprenante du tombeau de Gengis Khan et des découvertes stupéfiantes qu'il renfermait? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur les cartes à l'écran pour découvrir d'autres histoires fascinantes.